Le 9 septembre 1998, il faisait nuageux. Un MD-11 survole calmement l'Atlantique à haute altitude, ses 3 moteurs laissant de fines traînées de condensation. Dans l'obscurité de la cabine, les lumières sont tamisées, les plateaux repas sont ramassés et la plupart des passagers s'installent pour un long vol de nuit vers l'Europe. Ceci est le vol Swissair 111 de New York à Genève, une ligne prestigieuse pour une compagnie aérienne de renom, opérée par un avion long courrier de pointe. La fierté de la compagnie aérienne et du pays qu'elle représente. À l'avant, dans le cockpit, tout se passe normalement pour un vol long courrier. Les pilotes maintiennent 33 000 pieds, avec l'avion stable, en pilote automatique et tous les systèmes affichant des valeurs normales. Le commandant communique avec le contrôleur aérien. Il traverse différents secteurs en quittant la zone très fréquentée de New York et commence à se diriger vers l'océan Atlantique ouvert, sur leur gauche. Les villages de pêcheurs côtiers de Nouvelle-Écosse brillent la nuit, tandis que leurs habitants poursuivent leur vie. Les pilotes profitent de la vue sur ces derniers signes de civilisation avant de s'engager dans l'immense obscurité de la traversée océanique. Mais au-dessus de leur tête, une seule étincelle provenant d'un fil électrique vient de se produire. Et elle est sur le point de déclencher une chaîne d'événements que personne à bord ne pourrait imaginer. Pendant la majeure partie du XXe siècle, Swissair était une des compagnies aériennes les plus admirées, sans avoir la plus grande flotte ni le plus vaste réseau. Elle avait aussi une réputation inébranlable, encore plus spéciale. Elle était connue pour sa stabilité financière et son service haut de gamme, qui restait constant et impressionnant année après année. Ainsi, pendant des décennies, Swissair était surnommée la banque volante. Et cela était un raccourci pour désigner une compagnie aérienne qui prenait toujours des décisions prudentes et par conséquent gagnait toujours de l'argent. Mais à la fin des années 80 et au début des années 90, cette réputation avait commencé à changer lentement. À cette époque, la compagnie aérienne dépensait beaucoup pour renouveler sa flotte avec de coûteux avions à 3 et 4 moteurs. Au moment où les biréacteurs devenaient le choix le plus économique, ils jouaient aussi un rôle clé dans la consolidation des compagnies aériennes en Europe. Cela impliquait des partenariats coûteux, dont une tentative de fusion ratée avec KLM et Scandinavian Airlines System, exactement, alors que la déréglementation faisait chuter cette offre commerciale. Quand la récession a frappé au début des années 90, que les prix du carburant ont explosé et que le marché haut de gamme s'est réduit, la compagnie nationale suisse, pourtant bien gérée, a commencé à perdre de l'argent à un rythme inédit. Vers le milieu des années 1990, Swissair était en difficulté financière. La situation était suffisamment grave pour que les pilotes reçoivent, selon certaines sources, des coffres remplis d'argent liquide afin de payer les frais dans les aéroports lorsque les lignes de crédit traditionnelles se sont taries. Pour une compagnie aérienne jadis exemplaire en gestion budgétaire, c'était un retournement stupéfiant. Alors, face à cette nouvelle réalité, Swissair a commencé à chercher de nouvelles sources de revenus partout où elle le pouvait, et l'un des moyens d'y parvenir était d'innover. Ils ont choisi d'installer l'un des premiers systèmes de divertissement en vol interactif sur certains avions. Il s'agissait d'une installation après-vente offrant films, jeux vidéo simples et surtout des services payants, dont des jeux d'argent. Ce système a été conçu par une entreprise de Las Vegas qui promouvait l'idée que les passagers paieraient pour jouer à des jeux de casino électronique à 35 000 pieds d'altitude. Donc, si le système fonctionnait comme prévu, chaque passager en classe affaires aurait un mini-ordinateur sous son siège, un lecteur de cartes magnétiques et l'accès à du contenu numérique payant à l'utilisation. C'était une idée visionnaire pour l'époque, mais elle comportait aussi un coût caché, une demande électrique énorme. Pour fonctionner, chaque siège devait intégrer un PC des années 90 sous Microsoft Windows. Chaque ordinateur consommait bien plus d'électricité que prévu par les concepteurs pour les systèmes non essentiels de la cabine. C'est à retenir. L'avion dont il est question dans cette histoire faisait partie de ceux qui étaient équipés de ce système.
Le 2 septembre 1998, en début de soirée, le vol Swissair 111 a quitté la porte d'embarquement à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Un peu après 8 heures du soir, heure locale, la lumière du jour de ce début septembre commençait à décliner. L'air était encore humide à cause d'une ligne d'orage qui avait traversé la côte est plus tôt dans la journée. Le géant MD-11 était fortement chargé en carburant pour le vol de nuit vers Genève. L'appareil de ce soir-là, immatriculé Hôtel Bravo India Whiskey Foxtrot, avait été livré neuf à Swissair en 1991. Il avait environ 7 ans et, ce jour-là, aucun défaut technique majeur n'était signalé sur l'appareil. Les 2 pilotes chargés de le piloter étaient très expérimentés et vétérans de la force aérienne suisse. Le commandant de bord, pilote surveillant de 49 ans, comptait 10 800 heures de vol, dont 900 sur MD-11. Il était également instructeur pilote et était largement respecté au sein de Swissair pour son approche prudente, presque méticuleuse, des procédures. Ses collègues disaient qu'il ne transigeait jamais avec la sécurité et voulait parfaitement comprendre son avion et ses procédures. Le copilote, qui serait le pilote en fonction ce soir-là, avait 36 ans, totalisait 4 800 heures de vol, dont 230 sur ce type d'appareil en particulier. Le commandant de bord, vétéran de la Swiss Air Force, comme déjà dit, pilotait encore des avions de chasse en réserve durant ses loisirs. Avant le vol, les 2 pilotes avaient étudié la documentation, confirmé leur route sur l'Atlantique Nord et vérifié la météo le long de la côte canadienne. Rien ne leur avait paru inhabituel. Le ciel serait dégagé en altitude et la météo suisse ne posait pas de problème à l'heure de leur arrivée. Avant de rejoindre le reste de l'équipage pour aller à l'avion. Ils avaient également vérifié la liste prévisionnelle des passagers qui indiquait qu'il y aurait au total 215 passagers et 14 membres d'équipage à bord. Beaucoup de monde, mais l'avion était loin d'être plein. Pendant que l'avion était préparé sur l'aire de trafic, les bagages des passagers étaient chargés, ainsi qu'une cargaison plus inhabituelle, comme un tableau de Picasso. 1 kg de diamants, 2 kg de montres suisses, 2,5 kg de bijoux et 50 kg de bons de caisse pour une banque suisse. Mais pour les passagers qui prenaient place et s'installaient, rien ne semblait inhabituel au début de ce vol. Les voyageurs d'affaires rangeaient leurs vestes, les familles ajustaient les lampes et rassemblaient leurs écouteurs, tandis que les agents de bord préparaient discrètement le premier service de repas. Celui-ci serait servi dès que l'avion aurait atteint en toute sécurité son altitude de croisière. Après l'embarquement et les préparatifs, les pilotes ont demandé le pushback et la mise en route. Quelques minutes plus tard, le MD-11 a accéléré sur la piste 22 droite et a décollé gracieusement. Les pilotes ont rentré le train, activé le pilote automatique et commencé à monter vers l'altitude de croisière. Actuellement, seule une légère déviation subsiste près du littoral à cause des intempéries. La montée s'est déroulée sans aucun incident et l'avion a rapidement retrouvé sa route assignée en direction de l'obscur Atlantique Nord. Dans le cockpit, le travail continuait normalement. En entrant dans l'espace aérien canadien, l'équipage changeait de fréquence selon les instructions du centre de contrôle de Boston. À un moment donné, il semble qu'ils aient peut-être sélectionné la mauvaise fréquence, ce qui a fait que, pendant 13 longues minutes, les contrôleurs aériens n'ont pas pu les joindre. Le commandant de bord a finalement réussi à contacter une autre fréquence de Boston qui lui a donné la bonne. C'était sans doute un simple incident humain, cela arrive parfois. Je l'ai moi-même déjà fait et même si c'est vraiment agaçant pour tout le monde, personne n'y a plus pensé à ce moment-là. Et aussi, d'après tout ce qui a pu être déterminé dans les années qui ont suivi ce vol, cette perte de communication n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé par la suite. Puisque nous parlons de théorie, l'an dernier, mon équipe et moi avons observé une forte hausse des rapports d'accidents générés par l'intelligence artificielle de dossiers falsifiés et de sites de phishing. Ils imitent parfaitement les sites officiels, rendant nos recherches plus complexes et risquées. Il m'est déjà arrivé de presque saisir mes infos sur ce type de site, mais c'est là que NordVPN intervient. Nord est le VPN le plus rapide et le plus axé sur la confidentialité qui existe, et c'est aussi le seul à être certifié par des experts indépendants en cybersécurité.
Leur Threat Protection Pro a bloqué plus de 50 millions de tentatives de phishing en juin 2025. Cela fonctionne en analysant chaque site web avant le chargement pour vérifier les menaces. S'il détecte quelque chose de suspect, il bloquera immédiatement l'accès au site avant tout dégât. J'adore cette fonctionnalité car elle me rassure dans mes recherches et protège ma vie privée, en bloquant les trackers qui me suivent pour la publicité et le spam. Pour un VPN et une cybersécurité exceptionnelle, allez sur nordvpn.com/pilote ou scannez le QR code. Vous bénéficierez de 4 mois gratuits avec l'abonnement de 2 ans. Et n'oubliez pas, Nord vous offre toujours une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous ne perdez rien à essayer. Merci Nord. Retour à la vidéo. Après le rétablissement de la Very High Frequency, la montée s'est poursuivie sans incident. Le pilote automatique gardait l'avion stable à l'altitude assignée, les instruments moteurs ne montraient rien d'anormal. En tout point, Swissair 111 était ce qu'il paraissait, un long courrier vers l'Europe avec un équipage reposé et une cabine bien servie. Soudain, sans avertissement ni bruit, quelque chose changea subtilement à bord, une étincelle unique au-dessus et derrière le poste de pilotage. Un arc électrique d'un câble dans un faisceau aurait pu commencer à toucher le matériau environnant. Compte tenu de la manière dont ce système de divertissement en vol avait été installé, ce n'était pas surprenant. Lorsque le Bureau de la sécurité des transports a examiné l'installation du système de divertissement en vol ajouté après coup sur la flotte de MD-11 de Swissair, ils ont rapidement constaté que le schéma de câblage différait dans chaque avion vérifié. Le cheminement, les dispositifs de retenue et l'espacement des câbles différaient selon les avions. C'était dû à une installation précipitée et mal documentée. Cela signifiait qu'il pouvait s'être passé plusieurs choses à bord de l'avion. Un fil pouvait avoir été entaillé lors de l'installation, un collier de serrage pouvait avoir été trop serré, 2 câbles d'alimentation pouvaient avoir été placés trop près l'un de l'autre ou un conducteur endommagé pouvait avoir frotté contre un support métallique. Tous ces scénarios peuvent donner le même résultat. 2 conducteurs, ou un conducteur et une structure à la masse, se touchent brièvement, créant un arc électrique. Ce que nous savons avec certitude, c'est que cette conception du système laissait très peu de marge d'erreur. Ce câblage passait à proximité d'un type d'isolant inflammable, qui était largement utilisé à l'époque, et j'y reviendrai. Mais les disjoncteurs du MD-11 étaient aussi d'un ancien modèle, réputé lent à se déclencher. Les câbles étaient plus fins que l'idéal pour le courant fourni par le bus principal, courant alternatif de l'avion. J'ai évoqué l'isolation à ce sujet, laissez-moi vous en dire plus, car elle jouera un rôle clé dans cette histoire. Dans tout le fuselage du MD-11, vous trouverez de la laine de verre enveloppée dans un film argenté brillant appelé polyéthylène terephthalate métallisé. C'est une forme du même mylar utilisé dans les ballons de fête d'ailleurs. Cette isolation est appelée isolation thermoacoustique. Elle avait passé tous les tests de résistance au feu pour être certifiée à l'intérieur des avions de transport et était donc jugée sûre. Mais le problème, c'est que les tests eux-mêmes ne reflétaient pas vraiment la façon dont les incendies se déclenchent réellement dans les espaces cachés à bord des avions de ligne. Ces tests consistaient généralement en ce qu'on appelle des tests au bec Bunsen, où le matériau était exposé à une flamme sous différents angles pendant jusqu'à 60 secondes. S'ensuivent des mesures du temps de flamme résiduelle, des gouttes enflammées, de la propagation de la flamme, etc. En général, cette vitesse de combustion devait être inférieure à 4 cm par minute, et il n'y avait pas, à l'époque, d'exigence pour que le matériau soit auto-extinguible. L'isolant polyéthylène terephthalate métallisé a réussi les tests, car il fallait plus de 60 secondes à un bec Bunsen pour l'enflammer. Une fois enflammé, il propageait alors indéfiniment les flammes. Un autre problème était que ces tests n'évaluaient pas les effets d'un arc électrique ou de particules chaudes. C'était en fait le risque d'incendie le plus probable pour l'isolant derrière, par exemple un panneau électrique. Ils n'ont pas non plus évalué comment un incendie d'isolant polyéthylène terephthalate métallisé se comporterait après qu'il ait déjà pris feu, ni comment il brûlerait en présence d'un flux d'air. Parce que les conduits de ventilation
et les différences de pression dans un avion pouvaient évidemment créer à la fois un apport constant d'oxygène et un courant d'air précisément dans les compartiments où le câblage serait le plus concentré. Le résultat de ces défauts négligés fut l'utilisation d'un matériau qui avait été légalement approuvé, mais qui était également vulnérable au type exact de sources d'inflammation les plus susceptibles de se produire dans un compartiment électrique d'un avion. Ironiquement, cette négligence était probablement due à la FAA à l'époque. Les réglementations sur l'inflammabilité n'étaient vraiment strictes que pour les matériaux utilisés à l'intérieur de la cabine passager, ainsi que dans certaines zones de feu désignées, comme les moteurs, le groupe auxiliaire de puissance, les puits de train d'atterrissage et d'autres zones exposées régulièrement à de fortes chaleurs. Dans la cabine passager, les exigences d'inflammabilité des matériaux étaient très strictes pour ralentir la propagation d'un incendie après un crash. Et si un incendie se déclarait dans la cabine, en vol, on s'attendait à ce que les agents de bord puissent facilement l'éteindre à l'aide des extincteurs à bord. Dans les autres zones à risque d'incendie, des systèmes avertissaient immédiatement les pilotes en cas de feu et des dispositifs d'extinction dédiés étaient en place. Mais les matériaux dans les espaces cachés de l'avion où l'on rencontre souvent ce cas. L'isolation, par exemple, était soumise à des normes d'inflammabilité moins strictes car elle n'était pas considérée comme essentielle à la protection de la vie humaine en cas d'incendie après un crash. Et bien sûr, l'effet secondaire ironique de cela était que les normes d'inflammabilité étaient donc plus faibles dans les zones de l'avion où l'équipage de cabine ne pouvait pas non plus intervenir pour lutter contre le feu. Mais à cette époque, à la fin des années 90, les défauts du polyéthylène téréphthalate métallisé étaient largement connus. Les autorités de régulation avaient déjà noté que l'isolant présent dans de nombreux avions, dont celui de cette histoire, pouvait propager un incendie. Plusieurs incendies avaient déjà impliqué de l'isolant recouvert de polyéthylène téréphthalate métallisé, dont sur 3 autres MD11, mais heureusement, dans tous ces cas, il s'était produit au sol et n'avait entraîné aucune blessure. Des tests et rapports sur plusieurs années avaient aussi prouvé que les nouveaux matériaux résistaient bien mieux à l'inflammation. Au lieu d'exiger un remplacement immédiat pour toute la flotte, la FAA et d'autres organismes ont jugé ce changement comme une amélioration optionnelle à faire lors des grandes maintenances. Si la compagnie aérienne le décidait, sans surprise, Swissair, comme la plupart des autres compagnies, a choisi de ne pas le faire alors. Cela peut sembler insensé dit comme ça, mais il faut se rappeler que changer l'isolation de tout l'avion aurait été très long et coûteux. Selon les compagnies aériennes, le polyéthylène téréphthalate métallisé restait conforme car il avait satisfait aux normes de certification de l'époque. Ainsi, les exploitants pouvaient continuer à voler tant que l'isolant était en bon état et non exposé aux étincelles. Et cette hypothèse allait maintenant s'effondrer alors que le vol 111 continuait sa route vers le nord-est. Un conducteur du nouveau système de divertissement en vol a développé un court-circuit. Un court-circuit, c'est simplement de l'électricité qui prend un raccourci, sautant d'un fil vers quelque chose qu'elle n'était pas censée toucher. Et quand cela se produit, l'énergie doit aller quelque part, ce qui signifie qu'elle se transforme souvent en chaleur, beaucoup de chaleur. Sur un circuit électrique d'avion bien conçu, un disjoncteur doit détecter un courant excessif lors d'un court-circuit et couper l'alimentation avant qu'une chaleur importante ne s'accumule. Mais les disjoncteurs ont des délais intégrés pour éviter qu'ils ne se déclenchent à chaque fois. Un moteur ou un ordinateur consomme beaucoup de puissance au démarrage. Et ce délai est représenté sur ce qu'on appelle une courbe temps courant. Plus la surcharge est importante, plus le disjoncteur sautera rapidement. Mais à bord du Swissair 111, ce court-circuit s'est malheureusement produit à l'endroit où le système de protection était le plus faible. Il a tiré suffisamment de courant pour surchauffer le fil et produire un arc électrique, mais pas de manière à dépasser la courbe de déclenchement du disjoncteur assez rapidement pour couper le circuit. On ignore si cet arc a duré des millisecondes ou des secondes, mais on sait que c'est arrivé. Il a généré suffisamment de chaleur pour enflammer l'isolation polyéthylène téréphthalate métallisée enroulée autour des couvertures thermiques situées au-dessus. Et cela n'a été possible qu'à cause de la façon dont le système de divertissement en vol avait été câblé. Vous voyez,
Le nouveau système de divertissement de Swissair consommait beaucoup trop d'énergie pour être connecté au bus de la cabine. C'est une partie du système électrique du MD-11 qui avait été équipé de disjoncteurs de faible puissance, précisément pour éviter les incendies. Les installateurs avaient déplacé le système sur le bus principal courant alternatif numéro 2, prévu pour de fortes charges comme les pompes hydrauliques. Et afin de répondre à la demande croissante du système de divertissement en vol, les sous-traitants avaient également regroupé l'alimentation électrique sur un seul câble épais doté d'une capacité de transport de courant énorme. Ainsi, en cas de court-circuit, l'énergie de défaut disponible était bien plus élevée qu'avec le bus cabine d'origine, car elle était désormais sur le bus principal. Même avec 4 petits disjoncteurs de 15 ampères protégeant le système, la source amont pouvait fournir bien plus d'énergie en cas de court-circuit, avant que tout ne saute. Alors comment avait-on pu laisser une chose pareille se produire ? Eh bien, il s'avère que la supervision de cette installation du système de divertissement en vol avait été pratiquement inexistante. La FAA avait délégué l'approbation à une entreprise appelée Santa Barbara Aerospace, qui elle-même s'appuyait sur des documents incomplets et incohérents provenant d'un réseau de sous-traitants et de fournisseurs. Hollingsted, qui avait conçu le système de divertissement en vol, modifiait aussi l'architecture du câblage sans toujours prévenir les autres parties. Et puis, il y avait SR Technics, la branche maintenance de la société mère de Swissair, qui aurait pu fournir une partie de la main-d'œuvre pour le travail réel. Mais le Bureau de la sécurité des transports n'a trouvé aucune documentation claire prouvant qui avait compris ce qu'il fallait réellement faire et personne ne semble avoir examiné la conception complète ni posé les questions d'ingénierie les plus élémentaires ou consulté le fabricant. McDonnell Douglas. Donc, au final, personne ne l'avait remarqué. La configuration finale utilisait des fils fins reliés à une alimentation fournissant plus d'énergie de court-circuit que ce que fils ou disjoncteurs pouvaient supporter. Autrement dit, les protections habituelles telles que le calibre des disjoncteurs, la séparation des fils, l'isolation, la robustesse, la segmentation des bus et l'isolation des systèmes avaient été affaiblies une à une. Cela signifiait que l'incendie survenu derrière le poste de pilotage du vol 111 n'était pas dû à une seule défaillance. Il avait commencé parce qu'une douzaine de petites négligences s'étaient alignées parfaitement, franchissant la dernière ligne de défense. C'était une feuille de mylar certifiée ininflammable lors des tests, mais qui avait malgré tout brûlé. À 9h10 et 38 secondes, le copilote remarqua nonchalamment une odeur étrange dans le cockpit. Il n'y avait alors aucune fumée visible, aucune alarme, ni rien d'autre qui aurait pu suggérer une quelconque urgence. Puis, brièvement, une fine brume s'échappa des bouches de climatisation à l'arrière du cockpit. Et ce seul indice visuel est devenu le prisme à travers lequel les pilotes ont interprété tout ce qui a suivi. En réalité, l'incendie avait commencé à un endroit très précis. L'espace grenier avant, directement au-dessus de la porte du cockpit et juste derrière les panneaux de disjoncteurs en hauteur. Là où le câblage du système de divertissement traversait des faisceaux de câbles isolés en éthylène tétrafluoroéthylène et isolant du commandant de bord. Quand l'isolation polyéthylène terephthalate métallisé a pris feu, la première fumée a été aspirée dans le plénum de recirculation du cockpit sans atteindre la cabine passager. Ainsi, la fumée est d'abord réapparue à la sortie de climatisation arrière du cockpit. Maintenant, pour tout membre d'équipage formé, de la fumée provenant d'une bouche de climatisation indiquerait fortement que la fumée provient du système de climatisation et non de quelque chose d'électrique. Donc, cette première interprétation selon laquelle ils avaient affaire à des fumées de climatisation n'était pas une erreur en soi. Compte tenu des symptômes qu'ils ont observés, c'était la conclusion la plus raisonnable à tirer. Mais, cela dit, les deux pilotes ont pris la situation très au sérieux. Le commandant a quitté son siège pour vérifier le galet avant et une hôtesse a été appelée au cockpit pour confirmer si elle avait vu quelque chose d'inhabituel. Elle a dit qu'elle n'avait remarqué aucune odeur ni fumée dans la cabine, donc tout semblait vraiment normal à l'arrière. Mais elle a confirmé qu'elle pouvait sentir de la fumée dans le cockpit. Et le fait qu'il y ait une odeur dans le cockpit, mais pas dans la cabine, a confirmé les premières suppositions de l'équipage. Tout indiquait un problème assez facile à isoler avec la climatisation plutôt qu'une catastrophe immédiate. En plus de cela, l'odeur s'est rapidement dissipée,
pour revenir puis disparaître à nouveau, comme cela se produirait pour quelque chose de très, très mineur. Maintenant, la raison à cela, que les pilotes ne pouvaient évidemment pas connaître, était que, à mesure que l'incendie continuait de se propager vers l'arrière, il avait rapidement brûlé une ouverture dans la barrière interne anti-fumée située au-dessus de la porte du cockpit, ce qui a permis à la fumée de s'éloigner du cockpit. Tandis que les pilotes cherchaient l'origine de la fumée et de l'odeur, l'incendie au-dessus d'eux continuait de se propager. Le revêtement isolant polyéthylène terephthalate métallisé brûlait, et l'isolant derrière commençait aussi à se dégrader. Au début, l'incendie avait dégagé une odeur qui s'était infiltrée par les fissures et les joints du plafond du poste de pilotage. C'est pourquoi les pilotes l'avaient détectée bien avant que cela ne soit le cas dans la cabine. Mais elle restait indétectable, car aucun détecteur de fumée, capteur de température ou alarme incendie n'était installé au plafond supérieur. L'équipage ignorait donc la propagation de l'incendie. Pour eux, tout semblait donc parfaitement normal, à part cette odeur périodique et un léger voile de fumée temporaire. La fumée, ou son odeur, n'est jamais bon signe. Les pilotes ont donc discuté des options de déroutement. Le commandant a demandé au contrôleur la météo à John Fitzgerald Kennedy et Boston, préférant atterrir dans des aéroports connus permettant de réacheminer facilement les passagers. C'était un choix tout à fait compréhensible, puisqu'il pensait toujours, d'après ce qu'il voyait et sentait, qu'il faisait face à un problème de système. Cela pouvait être facilement résolu. Que ce soit en vol ou après l'atterrissage, l'avion restait entièrement contrôlable avec le pilote automatique activé. Rien ne laissait penser que la situation devenait dangereuse et déjà proche de la catastrophe. 3 minutes et demie après avoir senti la première odeur de fumée, les pilotes ont revu de la fumée sortir d'une bouche d'aération du cockpit. Pendant ce temps, le commandant de bord s'est exclamé « Ça ne va pas du tout là-haut ». Cela l'a aussi amené à 10h14 à contacter le contrôleur océanique de Moncton et à lancer un pan-pan, l'appel d'urgence international. Les pilotes jugeaient leur situation urgente, mais pas encore dangereuse. C'était sans doute parce qu'ils ne croyaient pas que cette fumée légère signalait un problème grave. Leur formation leur avait appris qu'ils avaient encore le temps de gérer la situation, et pour le contrôleur aérien. Cet appel pan-pan indiquait que le vol 111 demandait une priorité sans intervention d'urgence complète, même s'ils ont quand même décidé de le traiter ainsi, par mesure de sécurité. Les pilotes ont alors demandé des vecteurs pour Boston, qui se trouvait alors à environ 300 000 nautiques derrière eux. Le centre de contrôle de Moncton a approuvé le plan et autorisé la descente vers le niveau de vol 310, soit 31 000 pieds. Le copilote a donc amorcé une descente douce et les deux pilotes ont décidé de se retirer. Mais sans encore mettre leur masque à oxygène, donc ils prenaient toutes les précautions possibles ici, mais sans réelle urgence ni crainte. Et, s'ils avaient estimé que la fumée était d'une quelconque manière irritante ou dangereuse, ils auraient sans aucun doute mis leur masque. Un instant plus tard, le contrôleur aérien a de nouveau appelé le vol et leur a dit qu'il avait trouvé une meilleure alternative pour eux. HALIFAX. C'était un aéroport de déroutement pour Swissair, utilisé régulièrement en cas de problèmes médicaux ou techniques. En plus, il était à environ 60 miles devant eux et non des centaines de miles derrière. Donc, d'un point de vue de précaution, Halifax était définitivement le choix le plus judicieux ici. L'équipage a accepté et, en suivant les vecteurs vers Halifax, a poursuivi une descente normale et contrôlée. Ils ont choisi environ 2000 pieds par minute, un taux de descente standard. Cela prouve que les pilotes ne jugeaient pas nécessaire une descente d'urgence ou un atterrissage immédiat à ce moment-là. La plupart des incidents de fumée dans le poste de pilotage sont généralement dus à des problèmes mineurs, comme une contamination d'huile dans un groupe de conditionnement d'air ou un problème de four dans la cuisine. Ainsi, leur formation et la philosophie de l'époque supposaient que les équipages auraient le temps de diagnostiquer le problème avant de prendre des mesures drastiques. Donc, juste après avoir lancé cet appel pan-pan, le commandant de bord s'est donc entièrement concentré sur le diagnostic du problème, tandis que le copilote se concentrait sur le pilotage.
C'était un excellent exemple de gestion des ressources dans le cockpit, où la charge de travail est répartie entre les deux pilotes pour assurer la sécurité de l'avion et gérer le problème. Preuve de cette bonne gestion, l'équipage a mis les masques à oxygène pour éviter d'inhaler la fumée. Lorsque l'avion se trouvait à environ 56 milles nautiques de Halifax, le centre de contrôle de Moncton est revenu à la radio et leur a donné l'autorisation de descendre à 10 000 pieds. Le commandant a accusé réception de l'instruction et le copilote a sorti les aérofreins pour augmenter la descente à environ 4 000 pieds par minute. Il est toujours judicieux d'essayer de descendre sous les 10 000 pieds aussi rapidement que possible dans ce genre de situation. En effet, en dessous de cette altitude, l'oxygène supplémentaire n'est plus nécessaire pour les passagers. Les pilotes peuvent dépressuriser la cabine pour évacuer la fumée sans accroître le risque pour les passagers. À ce moment-là, le commandant de bord a également appelé la chef de cabine dans le cockpit et lui a demandé d'informer les passagers qu'ils allaient se dérouter vers Halifax et qu'ils atterriraient dans environ 20 à 30 minutes. Il a aussi indiqué qu'ils allaient suivre une checklist en cas de suspicion de fumée dans la climatisation. Cela montrait encore ce que pensait gérer l'équipage à ce moment. Jusqu'à présent, les symptômes étaient restés légers et stables, sans aucun signe d'aggravation rapide. Et quelques minutes plus tard, vers 22h18, ils ont ensuite été autorisés à descendre à 3000 pieds. À ce moment, le copilote a refusé et a demandé de rester à 8000 pieds un court instant. Il a expliqué que l'équipage avait besoin de temps pour préparer l'atterrissage car la dérivation avait débuté pendant le service des repas. Il pensait donc maintenant que rester à 8000 pieds donnerait à la cabine le temps nécessaire pour sécuriser leur chariot et informer correctement les passagers. Le contrôleur aérien l'a reconnu puis a donné des vecteurs radars pour une approche sur la piste 6 à Halifax. Mais cela posait maintenant un problème. Le vol 111 était encore à 21 000 pieds à ce moment-là et seulement à environ 30 000 de la piste. Un profil de descente classique demande environ 3 000 pour chaque 1000 pieds d'altitude. À 21 000 pieds, ils auraient besoin d'environ 60 000 pour descendre. Ils n'avaient que la moitié de cette distance, rendant une approche directe impossible selon les procédures habituelles. Quand les pilotes lui ont dit que le contrôleur aérien leur avait demandé d'entamer un virage pour perdre de l'altitude de façon contrôlée et se préparer à l'approche finale. Et lorsqu'ils ont amorcé ce virage, les deux pilotes ont commencé à discuter de la situation entre eux. Ils s'accordaient pour accélérer la descente si la fumée empirait, mais jusque-là, ce n'était pas nécessaire. La fumée dans le cockpit n'avait que légèrement augmenté, tout le reste semblait toujours normal. L'avion restait contrôlable et sous pilote automatique, donc tout montrait que le problème était contenu et évoluait lentement, voire pas du tout, à 22h20. Le copilote a aussi signalé que l'avion dépassait toujours sa masse maximale à l'atterrissage. Ils avaient redécollé avec plus de 530 000 livres, alors que la masse maximale à l'atterrissage était de 480 000 livres. À ce stade, ils n'avaient pas encore brûlé assez de carburant pour passer sous la limite. Désormais, les atterrissages en surcharge sont permis en urgence, mais présentent des risques supplémentaires. La distance de freinage va augmenter, les charges sur le train d'atterrissage et la structure montent en flèche, et le risque de surchauffe des freins augmente considérablement. Donc, puisque les symptômes n'avaient pratiquement pas changé et qu'aucune alarme ne s'était déclenchée, l'équipage a pris la décision raisonnable d'essayer de réduire le poids en larguant du carburant plutôt que de tenter un atterrissage en surcharge. Maintenant, le largage de carburant est simple en théorie, mais assez lent en pratique. Le MD-11 peut généralement larguer entre 2 et 3 000 livres par minute, ce qui signifie qu'éliminer 50 000 livres leur prendrait plus de 15 minutes. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il ne semblait pas y avoir de réelle urgence ici. Pour larguer du carburant, il devait généralement aussi se trouver au-dessus de l'eau. En théorie, le kérosène se dissipait avant d'atteindre le sol, mais on évitait tout de même de survoler des zones habitées si possible. Et comme ils avaient déjà dépassé la côte, l'équipage a donc demandé des vecteurs pour retourner au-dessus de la mer. Le contrôleur aérien a accusé réception et leur a ordonné de tourner vers le sud, vers la baie de Saint-Margaret, au sud-ouest d'Halifax, pour les mener en sécurité au large. Après avoir relu cette instruction, le copilote a informé le contrôleur aérien qu'il resterait à 10 000 pieds durant la vidange de carburant.
L'équipage a ensuite préparé l'avion pour le délestage, pendant que le copilote programmait le système de gestion de vol. Pour une approche sur la piste 06, il devait effectuer une approche backbeam inhabituelle, utilisant le localizer de la piste opposée. Cette procédure n'était pas dans leur base de données, donc un briefing était nécessaire pendant que le copilote cherchait les cartes papier adéquates. Le commandant a poursuivi la checklist de la fumée de la climatisation, mais l'absence d'amélioration a vite montré que la source ne venait pas des packs de climatisation. Il est donc passé à la checklist fumée ou vapeur d'origine inconnue. Et il convient de souligner qu'à l'époque, il existait plusieurs checklists différentes pour la fumée plutôt qu'une seule checklist combinée comme celle que nous utilisons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la philosophie derrière cette checklist était simple. Si la fumée était d'origine électrique et que la source ne pouvait pas être identifiée, la meilleure méthode consistait à désactiver les bus électriques un par un, puis à observer si la fumée augmentait ou diminuait. Après avoir coupé chaque bus, l'équipage identifiait le circuit ou composant défectueux. Première étape importante de cette checklist, couper le bus cabine. Le commandant de bord a d'abord confirmé l'action avec le copilote, puis a placé l'interrupteur correspondant sur arrêt. Cette action a coupé l'alimentation de la plupart des systèmes cabine et office, marquant malheureusement le début de la fin de cette urgence. À ce moment, l'avion semblait stable, mais l'incendie au-dessus du plafond n'était plus petit ni lent. Au contraire, il s'était propagé vers le haut jusqu'à la peau du fuselage et vers l'avant, atteignant le pare-brise au-dessus des pilotes. Cela signifiait également que la chaleur montait désormais rapidement dans tout le grenier du cockpit, rongeant plusieurs câbles électriques. Ce faisant, de nombreux systèmes essentiels étaient donc déjà à quelques secondes de la panne, mais de façon incroyable, toujours sans aucun signe visible majeur dans le cockpit. Et cela s'expliquait par le fait que la majorité de la fumée avait été aspirée vers l'arrière par les ventilateurs de recirculation, puis poussée à travers de puissants filtres qui éliminaient la plupart des particules de fumée et masquaient donc la fumée. Mais lorsque le commandant de bord a tendu la main pour couper le bus courant alternatif cabine, ce qui était une étape délibérée dans une checklist. Comme beaucoup, cela a totalement changé la situation face à l'incendie qui faisait rage au-dessus d'eux. Il avait déjà traversé la paroi séparant les couvertures d'isolation du système de ventilation de l'avion. Ainsi, l'air conditionné, habituellement dédié à la cabine et à l'électronique, envoyait maintenant de l'air frais et de l'oxygène directement dans le feu. Quand le bus courant alternatif cabine a été coupé, les ventilateurs de recirculation qui aspiraient la fumée vers l'arrière et à travers les filtres ont soudainement cessé de fonctionner. Cela signifiait, à son tour, que le flux d'air à l'intérieur du plafond, au-dessus du poste de pilotage et du galet avant, s'est soudainement inversé, avec le gradient de pression poussant désormais la fumée et les flammes vers l'avant à la place. Ainsi, le feu s'est maintenant propagé vers l'avant de l'avion, repassant par-dessus la cloison arrière du poste de pilotage et pénétrant dans le plafond avant. Un espace accueillant les panneaux de disjoncteurs du câblage critique de l'avion. En d'autres termes, la partie probablement la plus sensible de tout l'avion était maintenant soumise à l'équivalent d'un chalumeau. Les enquêteurs ont comparé la chronologie du cockpit aux dommages de l'épave et conclu qu'environ 24 secondes après la coupure du bus courant alternatif cabine par le commandant. Plusieurs systèmes sont tombés rapidement en panne. Le premier fut le pilote automatique numéro 2 qui s'est déconnecté avec une sirène d'alerte continue. Le MD-11 avait plus de canaux pour le pilote automatique. Avec la fumée qui s'aggravait, les distractions et la charge de travail croissante, rien ne garantit que l'équipage ait essayé d'en réactiver un. Et cela signifiait, à son tour, que l'avion était désormais piloté manuellement dans une visibilité de plus en plus réduite à cause de la fumée noire qui commençait maintenant à envahir le cockpit. Ainsi, presque au moment exact où le pilote automatique s'est désengagé, les deux pilotes ont simultanément transmis à la radio et déclaré une urgence. Le copilote a également indiqué qu'il pilotait l'avion manuellement et peu après, il a ajouté qu'ils étaient en train de vidanger le carburant. Ce fut leur dernière transmission clairement intelligible. Aucun des deux pilotes ne parviendra plus jamais à communiquer avec le contrôle aérien, 1 minute après que le bus courant alternatif cabine ait été coupé. D'autres systèmes tombaient aussi en panne à mesure que l'incendie détruisait les faisceaux de disjoncteurs. Le premier des 4 canaux de contrôle du compensateur de la C s'est arrêté. 3 secondes plus tard,
Un canal de l'ordinateur de vol numéro 1 est tombé en panne, supprimant des données cruciales des instruments du commandant. Peu après, l'enregistreur de vol a commencé à perdre plusieurs paramètres. 9 secondes après, le bus courant alternatif d'urgence gauche est tombé en panne totale. C'était un coup dur, car ce bus alimentait l'ordinateur de vol, l'affichage principal et le chauffage du tube de pitot du commandant de bord. La perte du chauffage et de l'ordinateur de données de vol signifiait aussi que l'enregistreur de vol manquait d'informations sur l'altitude et la vitesse. Un avertissement principal s'est allumé et tous les instruments du commandant se sont éteints. Sans les données d'altitude du premier ordinateur de vol, le transpondeur ne pouvait plus transmettre l'altitude au contrôleur, faisant disparaître le vol 111 de tous les radars sauf du radar primaire. Le système anti-collision a aussi cessé de fonctionner. Ensuite, la radio Very High Frequency principal canal de communication, puis l'Aircraft Communication Addressing and Reporting System, lien numérique avec la compagnie aérienne, ont aussi cessé de transmettre. À ce moment, l'enregistreur captait encore les conversations, mais a vite commencé à les déformer, rendant les voix méconnaissables. Une qualité métallique anormale liée à des interférences électriques, des températures élevées et une alimentation instable du circuit d'enregistrement. Quelques secondes plus tard, le cockpit a enregistré un bruit terrifiant, évoquant une déchirure ou un souffle compatible avec la chute du matériau du plafond. À ce stade, l'arrière du plafond du cockpit avait brûlé et les flammes entraient dans le poste de pilotage. Sur l'enregistrement, on entendait le commandant crier qu'il y avait déjà le feu. La chaleur au-dessus d'eux devint si forte que de l'aluminium en fusion coula sur le poste de l'observateur derrière les 2 sièges avant. La température au plafond a été estimée à plus de 540 degrés Celsius, mais il est difficile de connaître celle à hauteur de tête. D'autres circuits de commande tombèrent en panne et d'autres canaux d'amortissement de lacets s'arrêtèrent pour le vol restant. Les ordinateurs étaient privés de données et les rares écrans qui fonctionnaient encore étaient instables ou partiellement obscurcis par la fumée. Le copilote annonça que ses instruments étaient en panne et qu'il se fiait désormais aux instruments de secours de la console centrale. Imaginez piloter de nuit un avion de ligne géant, le plafond en feu au-dessus, masque à oxygène sur le visage. À peine capable de communiquer avec votre collègue pilote et avec seulement un petit ensemble d'instruments de secours pour vous guider, c'était digne d'un cauchemar. Puis, à 22h25 et 41 secondes, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de voix du cockpit se sont soudainement arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés normalement, mais ont juste perdu l'alimentation électrique sur la plupart des avions. La perte des 2 enregistreurs survient généralement lors d'un effondrement catastrophique du système électrique, marquant souvent la fin des systèmes de survie d'un avion de ligne. Mais cet avion est resté en vol plus de 6 minutes après le silence des enregistreurs. Les dernières minutes ont été reconstituées grâce aux données radar, à l'analyse des moteurs, à la répartition des débris et à l'état des composants récupérés au fond de l'océan. Les enquêteurs ont déterminé, d'après l'état des rails du siège gauche, qu'à un moment donné après la panne des enregistreurs, le commandant de bord s'est probablement levé et a quitté son siège. Il a peut-être tenté de récupérer un extincteur à l'arrière du cockpit, où il n'était tout simplement plus possible de rester à son siège, mais il n'est jamais revenu. Le manuel des procédures anormales qu'il utilisait a été retrouvé avec ses pages plastifiées soudées entre elles à la section fumée d'origine inconnue. Un signe silencieux de l'extrême chaleur qui régnait alors dans le cockpit. Au sol, des habitants le long du rivage de la baie de Sainte-Marguerite ont signalé avoir vu un gros avion voler anormalement bas tout en larguant du carburant avant de disparaître de leur champ de vision. Les enquêteurs ont un temps cru que les instruments fonctionnaient grâce à la turbine à air de secours, rame air turbine, ou une autre source électrique de secours. Et cela a brièvement remis le transpondeur en ligne pendant seulement quelques secondes, juste assez longtemps pour que le contrôleur aérien remarque un nouveau retour d'altitude. Ensuite, cette source d'alimentation est aussi tombée en panne et l'avion est redevenu silencieux. Les données du Full Authority Digital Engine Control ont révélé une dernière action du pilote environ 4 minutes après l'arrêt des enregistreurs. Le moteur numéro 2, le moteur monté sur la dérive, a été arrêté manuellement.
Et les enquêteurs pensaient que cela n'était pas dû à un dysfonctionnement du moteur, mais probablement parce que les dommages causés par l'incendie au câblage avaient déclenché le système d'alarme incendie, et que le moteur avait ensuite été arrêté conformément aux procédures par quelqu'un alors qu'il n'y avait en réalité aucun feu dans le moteur lui-même. À ce stade, l'ambiance dans le cockpit devait être infernale. La fumée aurait été totalement aveuglante et la température bien au-delà de ce qu'un être humain peut endurer. Si l'un des pilotes était encore en vie à ce moment-là, il aurait respiré de l'air chaud à travers le système d'oxygène d'urgence, cherchant désespérément à utiliser les derniers instruments de secours encore fonctionnels. Et cela tout en étant entouré de métal dégoulinant, d'isolants en feu et d'alarmes continues. Leurs principaux systèmes étaient désormais hors service. Le contrôle se dégradait, les ordinateurs de vol étaient hors ligne et les capteurs en panne. Même les éléments essentiels pour les pilotes, comme visibilité, éclairage du panneau et flux d'air, avaient disparu. À l'arrière, dans la cabine passager, la situation était bien plus mitigée. Les passagers situés à l'avant auraient vu de la fumée et peut-être même du feu près du galet et de la porte du cockpit, mais ceux assis plus à l'arrière n'auraient peut-être pas compris du tout ce qui se passait. On sait désormais qu'un passager de classe affaires, aussi pilote, a mis son gilet de sauvetage. Ce qui indique qu'au moins certains passagers ont dû comprendre que le vol pourrait ne pas atteindre Halifax, mais cela aurait été sans recevoir beaucoup d'informations. La chef de cabine a été retrouvée encore attachée à son strapontin sans porter de gilet de sauvetage, ce qui indique qu'aucun briefing d'amérissage n'a été donné. Et maintenant, le temps était enfin écoulé. 6 minutes après l'arrêt des boîtes noires, et seulement une vingtaine de minutes après que le copilote ait mentionné pour la première fois l'odeur inhabituelle, l'avion a entamé un virage incontrôlé vers la droite au-dessus de l'eau sombre, l'angle de roulis a augmenté et le nez a commencé à piquer du nez. On ne sait pas si cela a été commandé ou causé par des défaillances. Les enquêteurs ont envisagé plusieurs options. Incapacité causée par la fumée, désorientation, défaillance des commandes de vol ou tentative d'atterrissage forcé. Aucun de ces scénarios n'a jamais été prouvé à l'époque. À 22h31 18 secondes, le vol Swissair 111 a percuté l'Atlantique à environ 300 nœuds avec un fort roulis à droite et un nez abaissé d'environ 20 degrés. La force de l'impact a ensuite été estimée à plus de 350 grammes, ce qui a provoqué la désintégration immédiate de l'appareil et la perte instantanée des 229 personnes à bord. Cela signifiait aussi que le temps entre la première odeur de fumée et l'impact final était d'un peu plus de 20 minutes. Un témoignage véritablement terrifiant de la brutalité destructrice d'un incendie incontrôlé en vol dans les minutes qui ont suivi la perte du contact radar avec Swissair 111. Il y a eu un bref espoir que l'équipage ait pu poser l'avion sur l'eau de manière à ce que ce soit survivable, mais cet espoir s'est évanoui. Lorsque les avions et bateaux ont atteint la dernière position radar, ils n'ont trouvé que de petits débris à la surface, sans fuselage intact ni survivant. L'avion avait frappé l'eau si fort qu'il s'était brisé en plus de 3 millions de morceaux. Et les plongeurs ont finalement récupéré les 2 enregistreurs de vol, ainsi que certains composants du poste de pilotage, des sections de la cabine et des échantillons représentatifs de câblage, d'isolation et de conduits provenant des zones où l'on pensait que l'incendie avait commencé. Tout ce matériel a ensuite été soigneusement étiqueté et envoyé à terre pour analyse. À la fin de l'opération, le Bureau de la sécurité des transports avait récupéré environ 98% de l'appareil et l'avait ramené à terre. Là, ils ont pu tout reconstituer minutieusement afin d'essayer de comprendre ce qui était arrivé à cet appareil. L'hypothèse d'une bombe a vite été écartée, aucun résidu d'explosif ou schéma d'explosion n'ayant été trouvé. L'enquête s'est alors concentrée sur la théorie de l'incendie. Une question persistait. L'équipage aurait-il pu changer l'issue? Plus précisément, aurait-il dû abandonner le plan de délestage de carburant et se diriger directement vers Halifax, au moment même où ils ont déclaré une situation de pan? Après avoir examiné toutes les données, les enquêteurs ont constaté que même si l'équipage s'était aussitôt dirigé vers l'aéroport le plus proche, au moment où ils ont décidé de se dérouter, le tout premier instant où ils auraient pu atteindre la piste était à 22h27.
Le feu avait déjà atteint le panneau de disjoncteur, détruisant les instruments de vol, le pilote automatique et la plupart des ordinateurs de commande. Il n'y aurait donc eu aucun directeur de vol, aucune assistance instrument landing system, aucun guidage extérieur, seulement un cockpit rempli de fumée, des systèmes en panne et le copilote qui pilotait à la main. Le MD-11 de nuit, par mauvais temps, et le MD-11 n'est pas un avion facile à piloter, même par beau temps. Sa trajectoire d'approche haute, sa vitesse élevée et son profil d'atterrissage très sensible à l'assiette en font un avion réputé pour rebondir ou surrotater facilement, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos que j'ai réalisées. Pire encore, de nombreux systèmes clés pour un atterrissage sûr, tels que les becs de bord d'attaque, spoilers au sol, freins extérieurs et anti-dérapage, étaient probablement hors service à ce moment. Même un atterrissage parfait aurait sans doute fini par une sortie de piste incontrôlée. Le Bureau de la sécurité des transports a conclu que la décision de faire demi-tour et de larguer du carburant, bien que tragique, n'a probablement pas influé sur le résultat final. Après la catastrophe du Swissair 111, l'aviation a évolué de façon concrète. Le principal changement concernait l'isolant qui avait permis au feu de se propager invisible au-dessus du cockpit. L'isolant avec polyéthylène terephthalate métallisé a vite été interdit sur les nouveaux appareils, puis retiré des avions existants. Les tests d'inflammabilité ayant permis son usage ont été réécrits pour intégrer des sources d'allumage plus réalistes, comme arcs électriques, particules chaudes et air en mouvement. Parallèlement, les autorités ont durci les règles sur le câblage, surtout pour les systèmes à forte demande comme le divertissement en vol. Ils ont renforcé les exigences sur la certification, l'installation et la séparation physique des équipements additionnels des circuits critiques. Procéduralement, la fumée dans le cockpit n'était plus vue comme un problème technique mais comme une urgence. Les checklists ont été modifiées pour exiger un déroutement immédiat et un atterrissage sur l'aéroport convenable le plus proche, sans phase de diagnostic préalable. C'est quelque chose sur lequel j'insiste déjà beaucoup sur cette chaîne. Si vous voyez ou sentez de la fumée, faites descendre l'avion aussi vite que possible. Swissair ne s'est jamais relevé. L'accident a détruit sa réputation et, quelques années plus tard, la compagnie s'est effondrée. Sous le poids de sa stratégie ratée, le nom a disparu, remplacé par un nouveau transporteur national, mais l'héritage du vol Swissair 111 perdure dans chaque avion de ligne moderne. Dans le câblage invisible, l'isolation oubliée et la checklist qu'aucun équipage ne veut utiliser. Maintenant, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir le travail que mon équipe et moi faisons. Merci de rejoindre notre équipage sur Patreon via ce QR code ou sur patreon.com/join/mentorpilot. Au fait, j'espère aussi que vous avez jeté un œil à notre nouvelle boutique de produits dérivés et en particulier à ces superbes affiches d'aéroports que nous avons commencé à créer. Vérifiez si votre aéroport préféré est disponible ou suggérez-en un pour une future série. Je suis Peter Hornfeld, vous regardez Mentor Pilot. Passez une excellente journée. À la prochaine.